ici à table, rien n'aurait été possible sans celui qui est l'animateur du travail, l'âme de l'équipe, c'est Gérard Trémèche. Je vous demande de manifester avec enthousiasme votre soutien à Gérard Trémèche et de l'accueillir derrière moi à la tribune. Merci. Il paraît qu'il y a autant de monde dehors que dans la salle. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pu entrer dans la salle. Nous essaierons peut-être, lors du prochain mandat, d'imaginer une salle des fêtes bien plus grande. Merci Gilles. Merci François-Xavier de vos propos, à tous deux, chaleureux, qui nous touchent beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre présence chaleureuse également, qui fait vraiment du bien ce soir, au moment où nous nous engageons officiellement maintenant dans ce chemin qui nous mènera jusqu'au 30 mars. Je dis bien 30 mars, c'est comme ça qu'il faut voir la trajectoire. Je voudrais vous dire que cette réunion ce soir n'est pas une réunion politique. Je vais essayer de ne pas trop parler de politique politicienne. Je vais parler de ce qui nous réunit, de ce qui nous rassemble, notre ville. Mais je ne peux pas quand même, parce que le quotidien nous interpelle, l'information est là et nous amène à réagir. Il y a une quinzaine de jours, nous accueillions ici, pas nous, mais sur la ville de Tarbes, un éminent homme politique national, M. Mélenchon. Je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il faut bien s'instruire, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher de rapporter quelques-uns de ses propos, qui vont vous éclairer sur ce qu'éventuellement il pourrait nous attendre. Alors d'abord, il a dit, il y a ici un civisme de gauche dans ce département. Il y a un civisme de gauche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a un civisme, il n'y en a pas. Moi, le civisme de gauche que je vois aujourd'hui, il est basé sur des valeurs que nous ne pouvons pas partager. Le copinage, le mensonge, l'intolérance, la mauvaise foi. Et rassurez-vous, ce n'est pas moi qui dis ça. Je vais vous lire ce qu'il dit, M. Mélenchon lui-même, parlant de ses amis de gauche. Nos amis de gauche, fâcheuse habitude de considérer que tout leur est dû. Ils ont une pratique hégémonique, sectaire et violente. Je n'ai même pas besoin de faire campagne, il suffit de citer M. Mélenchon. Ensuite, écoutez bien ça aussi, parce que ça justifie une réflexion profonde. Nos amis de Tarbes vont proposer un programme inspiré de la méthode des radicalités concrètes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et alors il dit, après, parce qu'il a dû voir que personne ne savait ce qu'elle voulait dire, il dit, c'est-à-dire la démonstration locale de ce que nous sommes capables de faire sur le plan national. Il ne dit pas ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire. Si vous y comprenez quelque chose, pas moi. Ensuite, il parle d'un référendum révocatoire local. Ce qui voudrait dire que quand sur une commune on n'est pas satisfait de son maire, eh bien, en cours de mandat, on peut organiser un référendum révocatoire. Quel dommage qu'on ne puisse l'organiser sur d'autres terrains que sur le terrain municipal. Quel dommage! Donc vous le voyez, il y a quelques mois ici, j'ai tenu un propos que certains parmi vous ont entendu. Je ne peux pas m'empêcher de le relater, de le redire une nouvelle fois, parce que rien n'a changé depuis. Rien n'a changé. Je disais, la gauche fait la morale aux autres, mais elle ne s'applique pas à elle-même. La gauche déteste l'argent des autres, pas le sien. On voit aujourd'hui comment ça se passe. La gauche déteste la réussite des autres, pas la sienne.
Elle donne des leçons de démocratie et elle abîme sérieusement la République. La gauche n'aime pas les bonnets rouges, elle préfère les bonnets verts. Ce sont ces bonnets verts qui lui donnent au gré des scrutins, majorité ou non. Vous avez pu voir encore qu'au Sénat, le budget de la France n'a pas été adopté, alors qu'il y a une majorité de gauche au Sénat. On a l'impression que ça nous est égal, ce qui se passe au Sénat, parce que finalement, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. La gauche n'aime pas ses adversaires, ça c'est connu. Mais elle n'aime pas ses amis non plus. Et là, je vais vous prouver. Je vais vous lire une lettre, parce que vraiment, ça vaut son pesant d'or, qui a été envoyée le 8 novembre dernier, qui nous a été envoyée le 8 novembre dernier. Elle est adressée au président du syndicat Pyrénia, dont nous faisons partie, et dont nous sommes signataires de la lettre que je vais évoquer. Alors, Monsieur le Président, vous avez sollicité une audience auprès de Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, afin d'évoquer avec lui la situation économique des liaisons aériennes Tarbes-Lourdes et Paris-Orly. Philippe Martin, vous le savez, c'est notre voisin, président du Conseil général du Gers. Donc il me connaît bien. Il connaît bien la problématique Tarbes-Lourdes-Pyrénées-Orly, puisqu'il y a beaucoup de Gersois qui l'utilisent. Le ministre a pris connaissance de votre lettre du 20 septembre, co-signée par les élus de Haute-Pyrénées, M. Gavani, ancien ministre et député, M. Malvy, ancien ministre, président du Conseil régional, Mme Durieux, sénatrice, M. Fortassin, sénateur, Mme Dubier, députée, M. Pellieux, président du Conseil général, et M. Trémège, maire de Tarbes et président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes. Il a pris connaissance du courrier avec une grande attention, et il nous en remercie. Cependant, vous lui demandez un rendez-vous. Les nombreux engagements déjà inscrits à son agenda ne lui permettent pas de vous recevoir, ce qu'il regrette sincèrement. Voilà, vous avez compris. C'est consternant. Si j'avais été le seul signataire de la lettre, je pourrais à la rigueur le comprendre. Mais quel camouflet pour les autres signataires, anciens ministres, députés, sénateurs, de se faire éconduire de la sorte. Et je dis donc que certains grands responsables de gauche n'aiment pas non plus leurs amis. La preuve. On parle beaucoup de réformes, François-Xavier l'a évoqué tout à l'heure. Moi, je vais vous faire une confidence, je vais citer Jean Giraudoux, en vous annonçant, chers amis, que la guerre de Troie n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'il vient nous dire là? Jean Giraudoux, 1935. Tout ça pour vous dire que la réforme fiscale n'aura pas lieu, dont on nous rebat les oreilles tous les jours. C'était un bon argument pour focaliser l'attention des Françaises et des Français sur d'autres sujets que les réalités. La réforme fiscale n'aura pas lieu. Et on va nous en parler encore, paraît-il, jusqu'en 2017. C'est-à-dire que, y compris en 2017, celui qui sera en responsabilité éventuellement devra se dépatouiller avec ce sujet. Bien, je vais plutôt vous parler maintenant de ce qui nous intéresse et ce qui nous réunit, c'est la ville de Tarbes. Souvenez-vous, François-Xavier l'a rappelé, 2001, une victoire avec 26 voix d'avance. Et le choix qui était proposé aux Tarbaises et aux Tarbais à l'époque, en 2001, c'était on continue, comme depuis 24 ans, avec une équipe communiste et socialiste à la tête de la mairie de Tarbes, on change. On parlait de changement déjà à l'époque. Est-ce que le véritable changement n'a pas eu lieu depuis 2001 ici? En 2008, une large majorité m'a renouvelé sa confiance et face quand même à un adversaire qui n'était pas n'importe qui. Je ne veux pas dire qu'en 2014, nos adversaires seront n'importe qui, mais dire que c'était quand même l'ancien ministre dont on a parlé tout à l'heure. Et je voudrais dire que cette confiance qui nous a été renouvelée, largement, nous a beaucoup touchés et nous a donné toute l'énergie nécessaire pour
poursuivre la rénovation de la ville comme nous l'avons fait depuis 2020, à partir de 2008. Et si cette confiance nous a été ainsi renouvelée, je sais que nous vous le devons aussi, à vous, à toutes et à tous. Et je voudrais vous en remercier. Parce que, vous savez, quand on nous confie des responsabilités comme celles qu'on nous a confiées, quand on est accompagné par des hommes et des femmes comme vous, qui nous avez soutenus, toujours fait confiance, on a un souci majeur, c'est de ne pas les décevoir, d'être digne de leur confiance. C'est aussi un sentiment qui nous a donné toute l'énergie nécessaire. Je me suis donné, en 2008, une obligation de résultat, justement pour ne pas vous décevoir. Et je voudrais, en vertu de cette obligation de résultat, vous rendre compte aujourd'hui du travail accompli. Nous avions présenté en 2008 un projet au Tarbes et au Tarbes. 85% de ce projet a été intégralement réalisé. Si vous l'avez encore dans vos archives, consultez-le. Et vous pourrez dire, ben oui, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, etc. Puis, 15% n'ont pas été réalisés, mais par contre, d'autres projets qui n'étaient pas prévus ont été réalisés à la place. Je pensais à des opportunités qui nous sont tombées un peu dessus, comme l'Arsenal. J'en parlerai tout à l'heure. Nous a obligés à faire d'autres choix. Tout cela, vous le savez, nous l'avons réalisé sans ménager notre peine, et je voudrais remercier tous les élus qui m'entourent, tous les adjoints qui m'entourent, et adjointes, bien évidemment, pour le travail remarquable qu'ils ont accompli à mes côtés. Je ne vais pas les citer, mais je pense à tous qui ont fait un travail formidable, ceux qui sont là, et certains qui malheureusement ne peuvent être là. Je les remercie du fond du cœur. Quant à toi, François-Xavier, mon ancien et futur premier adjoint, j'espère, je te remercie particulièrement parce que tu avais une tâche difficile, c'était celle de s'occuper des finances, et tu l'as fait remarquablement. J'ai pris ta succession en essayant d'être digne de toi. Voilà. Alors, il y aura bientôt 13 ans. Souvenez-vous, 26 mois. Il faut que je vous raconte quand même cette soirée du 16 mars 2001. Il faut que je vous la raconte, comme je la raconte à l'occasion des réunions que j'organise dans les familles, chez les habitants, depuis le mois de mars de cette année. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux, il y en a beaucoup qui sont ici, qui m'ont accueilli chez eux, invitant parents, voisins, amis, avec parfois 20 personnes. Et avec un qui a battu les records, Maurice Baquet, 48 personnes chez lui. Je lui dis, Maurice, je te félicite. Je te félicite, non pas d'avoir réuni 48 personnes, mais de posséder chez toi 48 sièges. Moi, je n'en ai pas encore. Souvenez-vous donc de ce 16 mars 2001. Nous étions, et certains parmi vous étaient là, nous étions 200 ou 300 dans la salle de réunion de l'Autoport, derrière la Chambre de commerce. On avait installé un grand tableau avec tous les bureaux de vote. Et puis les résultats commencent à arriver. Ceux qui tenaient les bureaux commencent à les apporter. Et on commence à inscrire, bureau par bureau. Et on voit les visages, malheureusement, s'assombrir. On voit quelques-unes des femmes qui étaient parmi nous commencer déjà à pleurer. Parce que l'échec était annoncé par les premiers résultats, on le voyait bien. Nous sommes donc montés avec quelques-uns, François-Xavier, Gilles, dans un bureau au-dessus de cette grande salle de réunion pour commencer à rédiger quelques réflexions que je pourrais présenter à la presse, que je tiens à remercier pour sa présence, pour commenter notre échec, quand tout à coup, une clameur extraordinaire monte de la salle du bas. On est descendu à toute vitesse. Les résultats du dernier bureau de vote venaient d'arriver alors qu'on était battus. Et les résultats du dernier bureau ont basculé.
et on nous a permis de basculer, ils nous ont donné 26 voix d'avance. C'est un moment fort qu'on n'oubliera jamais. Et est-ce que ces 26 voix n'ont pas pesé lourd dans le devenir de notre ville? Il faut méditer cela aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'impasse de l'élection de mars prochain en disant « ça va être facile, ils vont être élus au premier tour ». Non, non, il faut se mobiliser, j'en reparlerai tout à l'heure.